Bonjour Olivia, déjà merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Olivia, je suis interne en 5e semestre de médecine d'urgence à Paris, enfin en Ile-de-France en fait. Actuellement, je fais mon stage au SAMU dans le 78 à Versailles et je suis aussi la présidente de l'association des jeunes médecins urgentistes. Super, donc on va parler aujourd'hui de charge mentale des internes et des jeunes médecins. Merci beaucoup de venir en discuter Je t'en avec prie. nous. L'idée, c'est, en fait, on est dans un contexte un peu évidemment de charge de l'hôpital avec potentiellement une reprise du Covid. On est ici dans un contexte où on parle beaucoup de charge mentale des internes et des médecins aussi à l'hôpital pour beaucoup de raisons qui ne sont pas seulement liées au Covid. Et l'idée, c'était d'en parler un petit peu avec toi pour mieux comprendre, toi qui es interne et bientôt jeune médecin, thésée, quelles sont les causes de la charge mentale à l'hôpital des médecins et qu'est-ce qui peut aujourd'hui être fait pour résoudre ou en tout cas améliorer cette situation. Première question, est-ce que tu penses que quand on est externe, est-ce qu'on se rend compte de la charge mentale qu'on va avoir en tant qu'interne ou jeune médecin à l'hôpital? Tu parles de ce qu'on se rend compte quand on est externe au niveau de la charge mentale qui peut être incombée aux internes et aux jeunes médecins à l'hôpital. C'est hyper intéressant. En fait, je pense que quand on est externe, on se rend bien compte que nos internes, on est essentiellement avec nos internes à l'hôpital, ils sont débordés de travail et on les entend se plaindre à longueur de journée. Mais il y a une immense part de nous, quand on est externe, surtout, qui se dit mais enfin bon, ils passent plus leur journée dans les bouquins, leur nuit dans les bouquins, ils ont plus de concours et tout ça. Ils sont un peu drama queen, ce sera forcément mieux après. Et en fait, vraiment, on grandit avec cette idée que ça va s'améliorer. Et du coup, je pense qu'on n'assimile pas la charge mentale, le stress qui incombe à l'interne. On le sait, mais on n'assimile pas du tout ce que ça représente. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on comprend à J1 de l'internat, quand il faut prendre 12 000 décisions en quelques minutes, que les infirmières viennent te voir en te disant qu'est-ce que tu veux pour ce patient, et que tu dis vous faites quoi d'habitude, et qu'elle te répond mais c'est toi le médecin. Ah oui, c'est vrai, c'est moi le médecin. Bon bah, je sais pas, je vais éplucher le dos rose ou le Vidal et je vais essayer de trouver une réponse à cette question. Et je reviens te voir dans une demi-heure, sauf que bien sûr, tu peux pas faire ça. Je pense que tu sais avant d'être interne, mais que tu réalises pas du tout l'impact que ça va avoir sur ta qualité de vie au travail. Pour toi, quelles sont les origines de ce stress, de cette charge mentale des internes à l'hôpital et des médecins à l'hôpital, de manière générale? C'est une question large. C'est une question large, oui, parce qu'en fait, je pense qu'il y a énormément de réponses. Quelles sont les origines du stress et de la charge mentale des internes et des médecins en général à l'hôpital? Il y a vraiment énormément de facteurs qui rentrent en compte. Il y a le fait que déjà, on fait un métier qui, de par nature, est stressant parce qu'on prend en charge des gens qui nous font confiance pour leur santé et donc pour leur vie. Et c'est quelque chose d'assez incroyable de se dire qu'ils rencontrent quelqu'un qu'ils ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qui leur donne leur confiance pour la chose la plus importante pour eux, à savoir littéralement leur vie. Donc c'est déjà générateur d'un stress assez profond. Et la charge mentale à l'hôpital, elle est liée au fait qu'il y a énormément de choses à faire et aussi au fait qu'il y a les conditions qui se dégradent. Alors tu le disais tout à l'heure, il y a eu le Covid, mais en fait, comme j'aime à le dire, le Covid, ça a été un révélateur, une mise en lumière de ce qui se passe à l'hôpital depuis maintenant plusieurs années, voire dizaines d'années. Des lits qui ferment, des postes qui sont gelés, figés et jamais pourvus à nouveau, avec de moins en moins d'agents administratifs, de moins en moins d'aides-soignants, de moins en moins d'infirmiers par patient. Et donc tout ça, c'est des charges de travail qui sont reportées sur d'autres personnes. Au hasard, les internes, parce qu'ils sont en bas de la chaîne alimentaire, donc autant que ce soit eux. Et donc du coup, forcément, ça rajoute à la charge mentale et donc au stress du travail. Parce que tu es en train de soigner un patient, mais tu es préoccupé par le fait qu'il faut à tout prix que tu aies fini les papiers de sortie pour 13h45, parce que sinon le patient à 14h, il ne pourra pas partir, les ambulances vont arriver et n'auront pas les papiers, donc elles vont râler, donc ça va être générateur de tout un tas de stress, d'animosité et autres dans ton service, avec le patient, avec sa famille, parce que tu es en entretien avec une famille, mais que tu sais qu'après tu dois aller valider les lignes de prescription, ou aller voir une autre famille, ou aller vérifier qu'un patient va bien. Et en fait, chaque tâche que tu fais, tu penses aux 10 tâches que tu as à faire derrière, et en fait, quand tu rentres chez toi le soir, la seule chose à laquelle tu penses, c'est les tâches que tu n'as pas eu le temps de faire. Et c'est un cercle vicieux. Et c'est aussi pour ça qu'on a des médecins de plus en plus stressés et en fait des médecins qui sont de plus en plus tôt de l'hôpital. Mmh.
quelle forme ça prend pour la médecine d'urgence, cette charge mentale? C'est exclusivement un manque de temps pour tout à l'hôpital? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le fait d'avoir un peu directement l'urgence et donc très peu de temps pour sauver la vie du patient? Quelle forme ça prend spécifiquement? Si tu pouvais donner une situation un peu concrète, par exemple, de la vie que tu as rencontrée ces dernières semaines, par exemple. En médecine d'urgence, la charge mentale, elle est légèrement différente. On n'a pas les spécificités d'un service traditionnel où on a les mêmes patients tous les jours à revoir, à réévaluer. Et quelque part, tu peux te dire que quand tu rentres chez toi le soir, les patients que tu as vus la journée ne sont plus tes patients et ne les seront plus. Donc, il n'y a pas cet effet de continuité d'un jour à l'autre. En revanche, là où elle existe quand même, c'est qu'en médecine d'urgence, quand tu travailles sur ta journée, tu as énormément de patients à gérer avec des flux qui sont inconstants et permanents et avec des patients que tu ne connais ni d'elle ni d'Adam et que personne n'a vu avant toi, ou en tout cas rarement, et également avec beaucoup de professionnels de santé et un laps de temps raccourci. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que les gens restent le moins longtemps dans ta structure. Et ces choses-là font que tu es régulièrement interrompu dans ton travail. Et en fait, le plus gros de la charge mentale en médecine d'urgence, c'est vraiment l'interruption de tâches. Alors ça existe dans toutes les spécialités de médecine, mais c'est vrai qu'en médecine d'urgence, elle est vraiment très importante parce que tu vas avoir tes collègues qui vont venir te parler d'un patient qu'il faut que tu ailles voir. Il va y avoir les infirmiers qui vont venir te poser des questions sur les choses que tu as prescrites. Il va y avoir les patients du couloir qui vont t'alpaguer pour demander des nouvelles, les familles qui t'appellent. Et puis, le fait qu'on a des patients qui sont potentiellement pas stables et qui sont pas encore forcément définis sur ce qu'ils ont, etc. Et donc, il faut savoir être réactif. Et ça aussi, ça peut être de l'interruption de tâches parce que tu peux avoir un patient qui allait plutôt bien jusque-là et qui tout à coup ne le va plus du tout. Et donc, il faut savoir arrêter tout ce que tu es en train de faire tout en n'oubliant pas tout ce que tu étais en train de faire. Et donc, du coup, c'est continuellement des choses auxquelles tu dois te rappeler que dans 1h30, il faut que tu penses à checker la bio des patients que tu viens de voir, il faut que tu penses à finir à les réévaluer après un traitement, il faut que tu penses à ce genre de choses, mais c'est continuellement sur la présence de toute ta journée. C'est vraiment exacerbé par rapport à la routine dans un service. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la fatigue qui joue? Le fait que vous ayez des gardes, des temps de travail qui sont très rallongés et en même temps une dose de choses à savoir qui demande en fait une forte concentration et qui parfois est réduite par le fait que vous êtes fatigué, quoi, tout simplement. C'est vrai que l'alternance jour-nuit pour le travail, c'est quelque chose qui ajoute à la fatigue, au stress et au fait que tu puisses couper certaines choses qui en temps normal auraient pu paraître évidentes. Après, je pense que dans les services conventionnels, on travaille aussi énormément. C'est des formats qui sont très différents. En médecine d'urgence, on fait des journées plus longues avec plus de nuits, plus de week-ends. Mais on a aussi tendance à travailler moins en termes de volume horaire que dans les services de médecine disons conventionnels, où au final, certes, tu n'alternes pas jour-nuit, tu fais beaucoup moins de week-ends, etc. Mais par contre, tu es présent tous les jours. Et donc, en termes de volume horaire, je pense que finalement, en médecine d'urgence, en tout cas quand on est interne, on est assez protégé à ce niveau-là. Mais c'est vrai que ces alternances de rythme permanent, le fait qu'il y ait énormément de travail, beaucoup de pathologies différentes rencontrées, de profils de patients différents rencontrés, parce qu'en médecine d'urgence, on rencontre l'enfant de 3 jours jusqu'à l'adulte de 118 ans. On rencontre des gens qui sont issus de tous les milieux socio-économiques, qui parlent toutes les langues, alors que dans les services, selon la spécialité que tu fais, tu peux être assez préservé de ce genre de choses, ou te concentrer sur une population très particulière. Quand tu fais de la pédiatrie, a priori, tu ne fais pas d'adultes de 118 ans, et quand tu fais de la gériatrie, a priori, tu ne fais pas d'enfants de 3 mois. Et c'est sûr que ça restreint quand même le nombre de choses à savoir. Et c'est pour ça que la médecine d'urgence ne peut pas exister tout seul et que les spécialités peuvent pas exister les autres spécialités ne peuvent pas exister sans la médecine d'urgence ou la médecine générale. C'est parce qu'en fin de compte, le boulot de l'urgentiste, c'est de savoir s'il y a besoin d'orienter ou pas le patient vers un confrère et si oui, lequel et dans quel délai. Et le boulot des autres spécialistes, c'est juste de savoir prendre en charge la suite du patient. De dire, ok, effectivement, il y avait besoin qu'on le voit maintenant, et moi, je vais te dire ce qu'il a ce patient. Mais c'est complémentaire. Le boulot de l'urgentiste, c'est pas tellement de... Alors, bien sûr qu'on pose des diagnostics, parce que sinon, je pense que je ne ferais pas cette spécialité, mais en tout cas, c'est un travail complémentaire, et finalement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir de
tout savoir sur tout. Je suis pas sûre qu'on ait plus de choses à savoir qu'ailleurs. Maintenant, c'est vrai que toutes les choses qu'on doit savoir, on doit les savoir vite et savoir les dégainer rapidement parce qu'effectivement, a priori, on prend en charge des patients qui vont pas bien et qui ont besoin qu'on les prenne en charge tout de suite. Est-ce que l'accès à l'information, tu considères l'information médicale, l'information sur un examen, l'information sur les médicaments, est-ce que tu considères que c'est quelque chose qui est aujourd'hui suffisamment à jour, suffisamment efficace à l'hôpital pour ne pas être un sujet de charge mentale, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose aussi qui fait que dans un contexte de gain de temps permanent ou en tout cas de stress, d'urgence, enfin, c'est ta spécialité, ça joue? Je pense que tu n'as jamais vu comment ça fonctionnait, les demandes d'examen et les prescriptions et tout ça. Alors déjà, il faut savoir qu'à l'hôpital, il y a un truc qu'on adore, c'est les logiciels qui tournent sous Windows 95. Et donc, du coup, ça aide vraiment pas à avoir des choses intuitives qui fonctionnent bien et qui vont t'aider à travailler en bonne intelligence. Mais surtout, il y a un truc qu'on adore à l'hôpital et qu'on utilise toujours. Et je pense qu'on est les derniers détenteurs de cette merveilleuse invention. Ça s'appelle le fax. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tous les examens, on les demande par fax. Et c'est assez dingue de se dire qu'en 2021, quand tu demandes un examen, il n'y a pas les petits pop-up qui surgissent partout pour te dire non, tu peux pas demander ça parce que ton patient, il a ça comme allergie. Et donc, tu peux pas lui demander cet examen, il faut à tout prix que tu demandes telle autre chose. Et en fait, il y a très peu de logiciels et donc très peu d'hôpitaux qui ont investi dans ces logiciels qui te permettent de te dédouaner d'une certaine partie de ta charge mentale et qui vont te faciliter ton travail en te proposant des alternatives, en mettant à ta disposition des petits pense-bêtes pour te dire de ne pas commettre telle ou telle erreur. Ou quand tu prescris un médicament et qui va te mettre sur le côté une petite page genre rapidos, les 2-3 indications, les 3 contre-indications absolues qu'il faut pas oublier et voilà. Et donc en fait, dans l'immense majorité des cas, tu es tout seul. Et donc si tu veux vérifier quelque chose, tu sors ton Dorose ou ton Vidal et tu pleures parce que t'es à la mine, aux urgences, il y a du monde partout, les gens crient, t'as 12 000 patients et en plus, il faut que tu te tapes le dictionnaire des médicaments pour savoir si ou non tu peux donner un traitement à ton patient. Ou bien tu lui as prescrit le mauvais examen radiologique parce que tu avais oublié qu'il était insuffisant rénal au dernier degré et que du coup, non, tu pouvais pas lui injecter du produit de contraste comme ça, qu'il fallait anticiper des choses et tu vois que le patient revient, qu'il a pas eu son examen, tu l'apprends avec 3 heures de retard parce que bien sûr, personne t'appelle pour te le dire ou à ce moment-là, t'es pas à côté du téléphone et en fait, on te dit bah oui, mais tu pouvais pas demander cet examen, d'accord, ok, effectivement, j'ai oublié, c'est ma faute, c'est grave, mais là, tout le monde a perdu 4 heures dans la prise en charge du patient, ce qui est quand même franchement dommage. Et on aurait peut-être pu faire les choses autrement. Si seulement c'était pas une saloperie de fax. Et aujourd'hui, quelles sont les conséquences de la charge mentale chez les internes? La conséquence de la charge mentale chez les internes... ou chez les jeunes médecins. Hein. Ou chez les jeunes médecins, mais j'étais... comme je viens de te le dire, déjà, il y a ce côté retard de prise en charge des patients, où quand tu rentres chez toi le soir et que... à cause de toutes les choses auxquelles tu avais à penser, tu as mal pris en charge un patient, le soir tu rentres chez toi, tu vas pas bien. Parce que, a priori, on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire prendre soin des autres. Et quand tu faillis à ta tâche, c'est vraiment pas cool. Je le disais tout à l'heure, mais vraiment, les patients, ils nous font un des plus beaux cadeaux, c'est celui de nous faire confiance pour prendre soin d'eux. Les familles, elles nous font confiance pour prendre soin de leur famille. Il y a quelque chose vraiment d'assez incroyable derrière cette idée. Quand on est médecin, on a vraiment envie d'aider les autres, de pouvoir les soigner. En tout cas, au moins au départ, c'était ça le projet. Et quand tu rentres chez toi le soir et que tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais faire, et qu'en plus, tu as déçu des gens qui comptaient sur toi, c'est pas marrant. Donc déjà, il y a cette conséquence-là qui fait que tu rentres dans un cercle de dévalorisation qui peut être assez important. Il y a aussi le fait que c'est pourvoyeur de stress toute ta journée et que le fait d'être toute la journée complètement sur les nerfs, le soir, quand tu rentres, tu es vite fatigué et on se rend compte qu'il y a énormément d'internes et de jeunes médecins qui disent que maintenant, ils sont plus capables de sortir sur leur jour de repos ou le soir, les mêmes vont boire un verre avec des amis, c'est pas possible. Et en fait, ces symptômes qui sont un peu à l'aube de la dépression, le fait de plus vouloir sortir, de ne plus vouloir voir les autres, de s'enfermer et de dormir tout le temps, c'est assez révélateur d'un profond mal-être parce que ça veut dire que tu n'as plus envie de vivre. Enfin, en fait, c'est ça, tu vas travailler et tu ne vis plus pour ça, tu vis plus pour les choses à côté parce que en fait, tu n'as plus la force, tout
toute ta force de vie, tu l'as laissée à l'hôpital. Toute la journée, à te battre entre tes 12 000 missions, absolument rien qui est fait pour te soulager un peu de toutes tes missions, essayer de t'accompagner. Le fait que tu vas pas bien parce que tu n'arrives pas à faire les choses correctement, que tu te bats toute la journée, et qu'en plus de ça, non seulement il n'y a personne pour venir te voir à la fin de la journée en me disant t'as fait tout ce que tu pouvais, c'était du bon boulot, on se voit demain, tout va bien, mais en plus, on te dit t'es vraiment qu'une sombre merde, ah là là, moi à mon époque, si j'avais été aussi mauvais que toi, je serais jamais devenu chef. Et donc tu rentres sur tout ça, et voilà, comment tu pourrais avoir envie d'aller faire autre chose que ton travail? En vrai, comment tu pourras avoir envie quand tu vas faire ton travail? Et comment tu pourrais être autrement que stressé et malade, et n'ayons pas peur de le dire, en burn-out et à te suicider au bout de quelques semaines? Parce que rappelons-le, c'est ça la vérité du terrain actuellement, c'est un interne qui se suicide tous les 3 semaines en France. Donc je pense qu'il est temps de se poser des bonnes questions. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que il y a un énorme sujet autour effectivement des suicides des internes, des conditions de travail à l'hôpital? Est-ce que tu as le sentiment que des choses s'améliorent ou des choses sont un peu plus prises en compte que d'autres ou s'empirent? Quel est ton point de vue sur la situation et sur les perspectives? Je suis en pleine dualité. c'est pas facile comme question, la question de l'avenir de tout ça. Est-ce que les choses s'améliorent ou est-ce que les choses s'empirent au vu de la situation actuelle, et notamment du profond mal-être des soignants à l'hôpital? Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle. Ce qui est sûr, c'est qu'on en parle, et jusqu'à on n'en parlait jamais. On aimait beaucoup dire qu'à l'hôpital public, il y avait une omerta, que quand tu étais à l'hôpital public, c'était un peu comme quand tu étais à l'armée, tu avais signé, c'était pour en chier, et c'était acté. Maintenant, on en parle. Et ça commence à être admis dans la société, et dans la presse, et même auprès de nos pairs, que parce qu'on est un médecin, qu'on est une machine, qu'on est à l'épreuve de tout, et que tout va bien et qu'on doit travailler sans broncher, faire 90 heures sans râler, et que c'est tout, c'est comme ça, et que si on avait voulu avoir une vie privée, il fallait faire un autre métier. Parce que déjà, spoiler, si demain tous les médecins sont obligés de travailler pendant 90 heures et n'avoir aucune vie privée, il n'y aura plus de médecins. Hein, ça a beau être un super beau métier, et moi je pense que c'est le meilleur du monde, ça ne vaut pas de faire que des sacrifices et uniquement des sacrifices. Mais après, je pense quand même que les choses sont profondément en train d'empirer. Parce qu'en fait, c'est vrai, on en parle et maintenant c'est admis que rien ne va, mais en fait, il se passe rien. Ça fait des mois, si ce n'est des années, hein, en fait, qu'on réclame que les choses s'améliorent, que des lits soient ouverts, que du personnel soit réembauché, que les choses soient faites. Et alors oui, il y a des annonces d'offres d'emploi, mais quand tu affirmes publiquement que une infirmière, tu vas la payer 500 € de moins par mois qu'un agent de sécurité, bah non. Non, tu ne recrutes pas d'infirmière, et donc si tu recrutes pas d'infirmière, tu n'ouvres pas de lit, et si tu n'ouvres pas de lit, bah, y a des patients que tu prends pas en charge, des patients qui restent dans les urgences jusqu'à ce qu'on finisse par dire au bout de 48 heures, je suis désolée, mais en fait, j'ai pas de place pour vous, et vu que pendant 48 heures vous êtes resté stable, peut-être que vous pouvez quand même rentrer. Parce qu'en fait, c'est ça la vérité aujourd'hui, et maintenant c'est même des services d'urgence qui ferment la nuit, et j'ai surtout l'impression que dans les prochains mois, on va avoir des services et des hôpitaux qui vont fermer, faute de moyens. Il y a encore un cadre de santé qui s'est immolé à Paris il y a quelques semaines. On a encore des chefs de service qui ont démissionné de leur fonction de l'hôpital public. Là, dans les derniers mois, il y en a eu plusieurs. La situation est dramatique, touche tous les échelons de l'hôpital, et j'ai l'impression que ça s'accélère de plus en plus. En même temps, ça ne peut que s'accélérer. On était déjà en sous-effectif, plus les conditions de travail sont déplorables, et donc plus les gens s'en vont. Et du travail, il y en a ailleurs qu'à l'hôpital. La vérité en plus, c'est ça, c'est qu'il y a suffisamment de travail en ville et dans les cliniques pour tout le monde. Donc si on ne rend pas l'hôpital public attractif, il va rester plus que les internes. Alors déjà que les internes, c'est 40% de l'effectif médical d'un hôpital, si on commence à inverser la tendance. Et le problème, c'est que de toute façon, un interne, ça a besoin de titulaire pour être formé. Parce que ne l'oublions pas, en théorie, on est en formation. En quoi cette situation, elle a un impact sur la qualité des soins aujourd'hui? Parce que, comme tu disais, en fait, aux urgences, si tu fais une erreur d'examen parce que voilà, le produit de contraste que tu as prescrit, en fait, c'était pas le bon, de toute manière, tu vas avoir quelqu'un qui va te rattraper. Il y a quand même une qualité des soins qui est très bonne en France. Est-ce que justement, ce dont tu parles sur les perspectives de l'hôpital, est-ce que tu penses que ça va impacter la qualité des soins? Ou alors, est-ce que tu penses que la compensation, elle va se faire encore une fois plutôt sur la charge mentale des internes et des médecins qui vont faire plus d'heures,
ou qui vont un peu prendre sur eux ce souci-là. La charge mentale et la qualité des soins qu'on donne aux patients, ce sont deux choses qui sont directement liées. Et c'est pas parce que la charge mentale augmente que la qualité des soins ne diminue pas. En fait, on pourrait se dire effectivement, bon bah voilà, la situation est dramatique, mais c'est juste dramatique pour les médecins qui restent, pour les infirmiers qui restent, c'est juste dramatique pour eux, ça continue de tourner. En fait, c'est pas vrai. Ça fait très longtemps qu'on a prouvé que quand tu augmentais la charge mentale de toute une équipe, ou d'une personne qui prend en charge d'autres personnes, quand tu augmentes sa fatigue, son stress, elle commet des erreurs. Ça fait longtemps que c'est prouvé, ça fait longtemps qu'on a mis en évidence le fait qu'il fallait arrêter de travailler autant d'heures d'affilée, parce que sinon tu faisais des erreurs, et des erreurs qui peuvent être fatales. Donc déjà, la qualité des soins, elle est impactée par le fait qu'il y a une charge mentale réelle qui existe. Et après, comme tu dis, oui, il y a des erreurs qui vont être rattrapées, mais quand est-ce qu'elles vont être rattrapées? Tu perds 2 jours pour prendre en charge quelqu'un, c'est quand même 2 jours pendant lesquels potentiellement tu n'as rien fait. Et déjà, ça coûte de l'argent, si on veut toucher le cœur des gens, parlons d'argent, mais ça coûte extrêmement cher de garder quelqu'un pendant 2 jours pour rien. Et ensuite, au-delà de tout ça, ça peut avoir des conséquences sur un état de santé, parce que si tu ne fais rien pendant 2 jours, potentiellement ça s'aggrave. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'hôpital, il y aurait des outils pour aider justement à réduire cette charge mentale des soignants, des hospitaliers? Je pense que ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure, avec le fait qu'on a énormément de logiciels qui sont pas du tout intuitifs, qui ont été créés il y a plusieurs générations de ça maintenant. Et puis on a toujours le fameux fax. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à l'hôpital qu'il faut qu'on comprenne, les temps de pensée numériques, mais numériques intelligents, avec des choses qui vont permettre vraiment d'améliorer, plutôt que d'avoir 5, 6, 7 logiciels pour un seul hôpital. Et donc déjà, peut-être réduire ce nombre de logiciels et en faire un unique pour tout l'hôpital. Et puis soyons fous, pour même les mêmes groupes hospitaliers, et puis peut-être même pour des territoires plus grands que juste un groupe hospitalier, et essayer de penser un peu plus commun et plus intuitif, plus dynamique, et arrêter de perdre des informations à chaque fois qu'un patient change de service, juste parce que le logiciel change aussi. Enfin, moi, en tout cas, je trouve pas ça du tout pratique. Aujourd'hui, tu estimerais à combien la perte de temps justement qui est liée à ce manque de communication entre ces différents logiciels, au fait que c'est pas du tout ergonomique, au fait qu'il faille ouvrir un autre logiciel, une application pour rechercher une information, un site internet éventuellement. C'est difficile d'estimer en nombre de minutes, mais combien peut-être d'heures tu passes par semaine à peu près, tu penses que tu perds sur des soucis purement digitaux à l'hôpital? Je pense que 20% de mon temps de travail, c'est du temps que je passe à gérer un logiciel, à essayer de me connecter, à récupérer une information ou à recopier des choses que j'ai déjà écrites parce que ça change le logiciel. Et donc, je pense sincèrement que un bon 10 à 20% de mon temps de travail. Et le temps parmi ces 10 à 20% à peu près aussi de recherche purement d'informations sur les interactions, sur les contre-indications, sur des informations liées aux médicaments, sur tout ce qui est vérification d'une prescription et réflexion thérapeutique sur une pathologie. La réflexion thérapeutique sur une pathologie, le temps que ça me prend de vérifier les contre-indications et les interactions, je suis pas sûre que je le compte dans le temps que je perds à cause de la non-digitalisation des hôpitaux et du fait que l'environnement informatique à l'hôpital soit pas optimal. Parce que, pour le coup, ça fait vraiment partie de mon métier de médecin, de réfléchir à la prise en charge de mes patients la plus adaptée et la plus adéquate. C'est difficile à dire parce que je pense que ça évolue énormément au cours de la carrière, et aussi des moments. Moi, je suis encore interne, je te le disais tout à l'heure, donc tous les 6 mois, je change de terrain de stage, donc tous les 6 mois, je suis dans un nouvel environnement avec potentiellement des patients différents. Et donc la façon dont je vais avoir besoin d'aide pour des médicaments, elle est complètement différente. Il y a 2 semestres de ça, j'étais en stage de réanimation. C'est pas du tout ma spécialité, c'est pas des patients que j'ai l'habitude d'avoir. Au début, j'étais à longueur de journée en train de chercher les posologies, les interactions, les contre-indications de tous les médicaments, parce qu'en fait, je les connaissais pas du tout, parce que je les maniais jamais. À la fin de mon stage, je ne me servais plus du tout d'aide à la prescription, ou très peu, parce qu'en fin de compte, j'en avais plus besoin. Aux urgences, ça avait quand même un peu partie de ma pratique quotidienne, parce que j'ai des patients tout venants qui
qui du coup ont leurs médicaments de ville. Et je peux pas connaître tous les médicaments de ville parce qu'il y a beaucoup trop de pathologies et de choses. Et donc en fait, je peux pas connaître les contre-indications de toutes les statines, de tous les antihypertenseurs. Voilà, je connais certaines grandes règles de grandes familles et tout ça, mais il y a des détails que j'ai pas. Donc c'est vrai que ça fait vraiment partie des choses que je vérifie à chaque fois que je represcris un traitement. Par exemple, s'il y a un patient que je garde hospitalisé et que du coup j'ai son ordonnance sous les yeux et que je me dis quel médicament faut que j'arrête pour son hospitalisation, du coup je vais prendre peut-être 5-10 minutes pour vérifier toutes les contre-indications et les interactions des médicaments de base du patient pour voir si je peux lui continuer dans l'état actuel de santé qu'il présente. D'autant plus important quand tu n'as pas un logiciel adapté derrière pour t'aider à faire ça et que tu es obligé de prendre un à un le médicament sur une ordonnance, le rentrer soit sur ton logiciel informatique quand tu as de la chance directement à l'hôpital qui lui va te dire les choses, soit sur tes comptes perso d'applications ou de sites internet d'aide à la prescription dans lesquels tu vas rentrer le médicament et lire tout ce qu'il y a à lire. Et tu lis, tu cherches tes informations et puis après tu tapes le médicament suivant et tu recommences. Et alors quand les patients ont 2 ou 3 médicaments, ça va, mais quand leur ordonnance c'est un recto verso... Est-ce que tu penses qu'un outil justement qui permet de rechercher ces informations-là, qui aide à la prescription, mais un peu tout le circuit, tout le parcours de la prescription jusqu'à la vérification de l'ordonnance justement pour un patient qui a 10-15 médicaments, à la recherche véritablement d'informations, là, ça peut être sur les voies d'administration, etc., des choses un peu complexes, jusqu'à la réflexion thérapeutique, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui, à son petit niveau, peut aussi permettre de réduire un peu ce stress des internes? Enfin, tu parlais à un moment donné de quand tu rentres chez toi, aussi la prescription que tu as faite, est-ce que c'est la bonne? Tu continues à réfléchir. Est-ce que voilà, une aide digitale à l'hôpital sur ce sujet-là, est-ce que c'est quelque chose qui permettrait de réduire, de contribuer à réduire le stress des médecins, tu penses? Je pense pas, je suis sûre. Moi, je suis certaine que l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les internes, pour les médecins, et puis dans le contexte où en plus on essaye de paramédicaliser de plus en plus tout un tas d'actes, c'est un peu compliqué, mais c'est des sujets d'actualité où on veut pouvoir donner aux infirmiers de plus en plus de place dans la prise en charge des patients. Je pense que du coup, c'est indispensable qu'on ait derrière, à côté des outils sécurisés, fiables, qui vont faciliter et accompagner les décisions de prise en charge thérapeutique pour les patients, parce qu'en fait, c'est plus possible d'avoir des choses qui fonctionnent pas ou mal, et dans des contextes où en plus, de base, tout le reste autour ne va pas non plus. Une aide à la prescription qui serait vraiment intelligente, qui t'accompagnerait complètement et t'aiderait, oui. Alors, il y a des gens qui diraient, je vois pas l'intérêt d'avoir encore des médecins si une appli peut tout faire à ta place. Bon, je pense que le métier du médecin, c'est pas seulement de prescrire un médicament, c'est aussi avant tout de savoir pourquoi il le prescrit et à quel patient il le donne. Et il y a des choses que des applications et des sites internet ne pourront jamais faire, mais l'intelligence artificielle en médecine, on en parle de plus en plus, ça se développe, et c'est pas quelque chose qui va contre le métier de médecin, c'est quelque chose qui permet de le upgrader, de faire de la médecine de plus en plus personnelle et efficace, parce qu'aujourd'hui, les combats qu'on mène en santé dans nos pays aussi développés qu'un pays que la France, c'est plus des problématiques de santé qui sont faciles, c'est des choses où on a besoin d'être assisté par de l'informatique qui va nous permettre de répondre à des milliers de questions auxquelles on ne peut pas avoir les réponses en instantané dans une seule tête. Donc moi, je pense que c'est indispensable. Ça évitera de faire des erreurs. En France, je ne sais pas le chiffre, mais il faut quand même savoir qu'aux États-Unis, les erreurs médicales, c'est la 3e cause de décès dans leur pays. Et en France, c'est peut-être pas la 3e, mais en tout cas, c'est sûr, c'est que ça fait partie des premières causes de décès, parce qu'il y a des erreurs de prescription. Donc, si on pouvait avoir des outils qui permettent d'éviter ça, ça pourrait être chouette de supprimer une des causes de décès des patients, enfin, je pense.